Chers apprenantes, chers apprenants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle séquence de soutien et d'évaluation et ça concerne les micro-organismes. On commence d'abord par un petit résumé du cours. Après, on passe aux exercices de restitution des connaissances et enfin des exercices concernant le raisonnement scientifique et la communication graphique et écrite. Lorsqu'on parle des micro-organismes, autrement dit les microbes, ce sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu. Ils peuplent tous les milieux, sauf les milieux stériles. Donc on peut trouver dans l'eau, l'air, le sol et même dans notre organisme. C'est pour cela qu'on les appelle omniprésents. Ces micro-organismes se caractérisent par leur diversité. Or, on peut subdiviser ces micro-organismes en 4 types. Premièrement, ce qu'on appelle les protozoaires. Ce sont des animaux unicellulaires. Leur taille est généralement grande que celle des autres micro-organismes. Par exemple, l'amibe et la paramécie. Deuxièmement, ce qu'on appelle les bactéries. Ce sont des êtres vivants unicellulaires, mais la structure de leur noyau est incomplète. Les bactéries sont classées selon la forme, soit des bâtonnets, ce qu'on les appelle les bacilles, par exemple bacilles tétaniques, et il y a aussi bacilles de corps. Et aussi de forme ronde, on les appelle les couques, par exemple les pneumocoques. Troisièmement, ce qu'on appelle les champignons microscopiques. Ce sont des micro-organismes végétaux, unicellulaires ou pluricellulaires sous forme de filaments, par exemple les levures et les moisissures. Quatrièmement, c'est les virus, sont les plus petits des micro-organismes, sont invisibles qu'avec le microscope électronique. Ils sont tous parasites car ils ne peuvent pas se développer qu'à l'intérieur de cellules vivantes, dites des cellules hôtes. Par exemple, virus VH, SARS-CoV-2 et ainsi de suite. Donc, certains de ces microbes sont inoffensifs, c'est-à-dire non pathogènes. D'autres peuvent provoquer des maladies infectieuses plus ou moins graves. Donc, pour les caractéristiques de ces microbes pathogènes, on trouve premièrement la multiplication rapide chez les bactéries et les virus en général, dans les conditions favorables. Pour le mode de la multiplication des micro-organismes, on a premièrement ce qu'on appelle la division. Pour les bactéries et les protozoaires, ça veut dire qu'on obtient deux cellules identiques filles à partir d'une cellule mère. Deuxièmement, ce qu'on appelle le bourgeonnement chez les levures. Troisièmement, sporulation chez les moisisseurs. Et enfin, pour les virus, se multiplient dans des cellules hôtes. La deuxième caractéristique des virus pathogènes, c'est la sécrétion de la toxine. C'est une substance toxique et mortelle sécrétée par certaines bactéries. Troisièmement, c'est la possession d'une capsule chez certaines bactéries aussi, ce qui les rend plus virulentes. Et enfin, la variation génétique chez les virus, cette variation de génération à génération, c'est pour cela qu'on peut trouver des souches de même virus. Donc, on commence d'abord par les exercices de la restitution de connaissances. La première question, choisir la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Les micro-organismes se trouvent uniquement sur les aliments variés. Deuxièmement, sont toujours pathogènes. Troisièmement, pénètrent dans l'organisme toujours par la bouche. Quatrièmement, peuvent parfois provoquer des maladies graves. Donc, pour la première proposition, se trouvent uniquement sur des aliments variés. Est-ce que c'est vrai? Non, parce qu'on a dit que les micro-organismes sont omniprésents, ça veut dire qu'ils peuplent tous les milieux, sauf les milieux stériles. Deuxièmement, est-ce qu'ils sont toujours pathogènes? Non, parce qu'on trouve parfois quelques microbes qui sont inoffensifs ou bien utiles. Troisièmement, pénètrent dans l'organisme toujours par la bouche.
C'est non, parce qu'on peut pénétrer par la voie cutanée, par la voie génitale, et aussi par la voie respiratoire aussi. Peuvent parfois provoquer des maladies graves, c'est juste. Question numéro 2. Qui suis-je? Premièrement, je suis un micro-organisme parasite obligatoire. Deuxièmement, je suis une substance toxique sécrétée par certaines bactéries. Troisièmement, je suis une enveloppe qui peut entourer la paroi de certaines bactéries qui augmentent sa virulence. Quatrièmement, je suis un micro-organisme unicellulaire avec un noyau dont la structure est incomplète. Pour les réponses, premièrement, je suis un micro-organisme parasite obligatoire, donc c'est un virus, car il se développe à l'intérieur des cellules dites hôtes. Deuxièmement, je suis une substance toxique sécrétée par certaines bactéries, c'est ce qu'on appelle toxine. C'est une substance toxique et mortelle sécrétée par certaines bactéries. Troisièmement, je suis une enveloppe qui peut entourer la paroi de certaines bactéries, donc ce qu'on appelle la capsule. C'est une enveloppe qui entoure la paroi de certaines bactéries et les protège du système immunitaire. Quatrièmement, je suis un micro-organisme unicellulaire avec un noyau dont la structure est incomplète. C'est ce qu'on appelle les bactéries. On passe à la question numéro 3. Classer les micro-organismes suivants. Donc, premièrement, on a ce qu'on appelle virus de la grippe. Deuxièmement, bacille tétanique. Troisièmement, les moisissures. Et quatrièmement, la paramécie. Donc, ici, c'est à vous de donner le nom et la classification de chaque micro-organisme. Pour les réponses, on commence par virus de la grippe. Donc, à partir de nom, donc ce sont des virus. Deuxièmement, bacille tétanique. À partir de nom, puisqu'on a bacille, donc ce sont des bactéries. Troisièmement, les moisissures, ce sont des micro-organismes pluricellulaires sous forme de filaments, donc ce sont des champignons microscopiques. À la fin, on a ce qu'on appelle la paramécie, appartient au protozoaire, donc c'est un micro-organisme unicellulaire qui vivent souvent dans les eaux stagnantes. Question numéro 4. Répondez par vrai ou faux devant chaque affirmation. A. L'eau peut contenir des micro-organismes, mais pas l'air. B. Le seul mode de multiplication chez les champignons microscopiques est le bourgeonnement. C. Toutes les bactéries peuvent engendrer des maladies. D. Les virus se multiplient à l'intérieur des cellules vivantes. Donc, pour les réponses, A. Donc, l'eau peut contenir des micro-organismes, mais pas l'air. Donc, c'est faux, car on a dit que les micro-organismes ou bien les microbes sont omniprésents. Ça veut dire qu'ils peuplent tous les milieux, sauf les milieux stériles. B. Le seul mode de multiplication chez les champignons microscopiques est le bourgeonnement. Donc, c'est faux, car on a deux types de multiplication chez les champignons microscopiques. C'est la sporulation et le bourgeonnement. C. Toutes les bactéries peuvent engendrer des maladies. Donc, c'est faux, parce qu'on a des bactéries qui sont inoffensives. Par exemple, les bacilles lactiques. D. Les virus se multiplient à l'intérieur des cellules vivantes, donc c'est juste. Donc on dit qu'ils sont parasites obligatoires. On passe maintenant aux exercices de raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Exercice numéro 1. En 1977, à la suite d'un incident technique, un avion était immobilisé au sol pendant 3 heures. Les 54 passagers restaient dans l'appareil. Une passagère qui était montée dans cet avion et qui était restée à bord pendant la période d'attente.
présentant un quart d'heure après l'embarquement une crise fébrile avec frissons et tout, qui dura pendant l'attente et le voyage. 38 passagers, 72%, étaient tombés malades dans les 48 heures qui ont suivi leur arrivée, victimes de la grippe. Ainsi, une exposition de quelques heures d'un groupe de personnes à un malade contagieux dans un environnement fermé et mal ventilé avait suffi de contaminer une proportion importante de ce groupe. On passe maintenant aux questions. Pourquoi dit-on que la grippe est une maladie infectieuse? Deuxièmement, que représentent les mots soulignés? Donc ici, on a des termes, par exemple, crise fébrile. Donc ce sont des convulsions et des contractions musculaires involontaires avec des fièvres. Frisson, ça veut dire des frémissements ou bien des secousses involontaires. Et enfin, tout, ça veut dire expiration forcée et sonore de l'air contenu dans les poumons. Donc pour la première question, donc la grippe est une maladie infectieuse. Pourquoi? Parce que il est provoqué par un microbe pathogène. C'est un virus. Donc, il s'agit du virus grippal. Pour les mots soulignés, représentent les symptômes de la grippe. Question numéro 3. Pourquoi cette mini-épidémie s'est-elle déclenchée facilement? Donc ici, il est primordial de faire la différence entre épidémie et pandémie. Donc lorsqu'on parle d'épidémie, c'est la croissance rapide d'une maladie dans une région pendant une période donnée. Alors que les pandémies, donc c'est une épidémie qui dépasse les frontières des pays et qui provoque des crises sanitaires, économiques et aussi sociales. Donc ici, pourquoi cette mini-épidémie s'est déclenchée facilement? Parce que dans l'avion, l'atmosphère non renouvelée, ce qui favorise la contagion. C'est pour cela la plupart des passagers étaient tombés malades. Question numéro 4. Comment la contamination s'est-il faite? Donc, lorsque la passagère malade tousse, donc les gouttes de salive qu'elle projette dans l'air contiennent le virus. Celui-ci s'introduit dans les voies respiratoires des individus sains, d'où leur contamination. Exercice numéro 2. Le tétanos est une maladie infectieuse grave et mortelle causée par le bacille tétanique. Cette bactérie provoque des paralysies musculaires et des contractions douloureuses. Le bacille tétanique se trouve dans le sol et sur les instruments métalliques rouillés. Il pénètre dans le corps par une blessure et se multiplie au niveau de sa partie profonde. Donc, pour comprendre le mode d'action de ce microbe sur le corps, on propose les expériences suivantes. Donc ici, on a 3 groupes des souris. Premier groupe, l'injection d'un centimètre cube de bacille tétanique. Donc, les résultats, l'apparition des symptômes de tétanos, puis la mort des souris. Deuxième groupe, injection de 2 cm3 d'un filtre bouillé des bacilles tétaniques. Les résultats, apparition des symptômes de tétanos, puis la mort des souris. Troisième groupe, injection de 2 cm3 d'eau distillée et stérilisée. Après, les souris restent vivantes. Question numéro 1. Déterminer le microbe responsable de tétanos en déterminant son type. Deuxièmement, comment appelle-t-on l'expérience du groupe 3 en précisant son intérêt? Donc ici, il faut bien lire le texte. Donc d'après le texte, cette maladie, tétanos, est causée par
le bacille tétanique. Donc, puisque c'est un bacille, donc appartient aux bactéries. Pour la question numéro 2, donc, dans le groupe 3, on a injecté 2 cm3 d'eau distillée et stérilisée et les souris restent vivantes. Ça veut dire, donc c'est une expérience témoin. Donc le groupe 3, c'est un groupe témoin qui nous permet de comparer les résultats. On passe à la question numéro 3. Donc, comment expliquer la mort des souris de deux groupes 1 et 2? Donc, pour le premier groupe, on a injecté 1 cm3 de bacille tétanique, ce qui provoque l'apparition des symptômes de tétanos et enfin la mort des souris. Donc les souris, l'explication, c'est l'injection des bacilles tétaniques, ce qui provoque leur mort. Deuxièmement, donc ici on a injecté seulement un filtre à bouillie des bacilles, ça veut dire qu'il ne contient pas des bacilles, mais il contient des sécrétions des bacilles, ce qui provoque aussi la mort des souris. Donc, réponse, les souris ont mort car on les a injecté le filtre d'une culture du bacille tétanique. Pour la question numéro 4, déduire le mode d'action du bacille tétanique sur le corps. Donc, si on compare entre les deux groupes 1 et 2, on détermine. Donc, enfin, on trouve que cette bactérie infecte le corps par la sécrétion d'une substance toxique, ce qu'on appelle la toxine tétanique. Ainsi, prend fin cette séquence de soutien et d'évaluation. Bon courage et bonne chance à toutes et à tous.